Je m'appelle Guillaume Ebelman, je suis investisseur immobilier professionnel et au fil des années, j'ai dépensé des centaines de milliers d'euros en rénovation énergétique pour faire passer des logements de G jusqu'à B. J'ai évidemment appris énormément de choses de toutes ces expériences et des choses parfois assez croustillantes, des bons et des mauvais choix. Et ce que je vous propose, c'est une série de vidéos, dont celle-ci fait partie, dans lequel je décortique chacun des aspects du DPE pour en présenter les éléments sur lesquels vous avez la capacité d'avoir un impact fort en dépensant le moins possible. Mon objectif avec chacune de ces vidéos, c'est vraiment ça, c'est de vous donner les clés de compréhension sur qu'est-ce qui joue sur le DPE et qu'est-ce qui a un impact minimal pour que vous puissiez faire les investissements les plus pertinents et éviter de perdre énormément d'argent pour rien, comme ça a pu m'arriver à moi et à mes collègues parfois parce qu'on méconnaissait les rouages qui se cachaient derrière le calcul du DPE. Continuons notre vidéo d'analyse des DPE et des travaux pertinents ou pas à faire en fonction de votre bien à vous. Et là, on va attaquer un gros sujet. C'est le sujet du chauffage. Alors, bien évidemment, on se doute qu'une fois qu'on a travaillé sur l'enveloppe du bâtiment, par l'isolation, par les fenêtres, les ouvrants, etc., qu'on a travaillé sur la ventilation, qu'on a travaillé sur les éléments énergivores comme l'eau chaude sanitaire à l'intérieur du logement, le point suivant, c'est le mode de chauffage, parce que c'est là où on va consommer le plus d'énergie in fine. Et je pense que vous avez déjà entendu le fait que tous les DPE demandaient, préconisaient l'installation d'une pompe à chaleur. Je vous ai expliqué dans l'introduction, mais si vous découvrez cette vidéo sous forme d'extrait, je vous rappelle juste le point. Aujourd'hui, toutes les aides de l'État, que ce soit les certificats d'économie d'énergie, les primes Rénov', etc., ne donnent les aides que si vous installez un chauffage dont la performance, ce qu'on appelle le COP, donc en gros, entre l'énergie que vous consommez et l'énergie que vous produisez réellement en termes de chaleur en face, a un bon ratio. Et donc on parle de COP, COP, et donc ce que demande en gros l'État, c'est que entre ce que vous consommez d'énergie primaire et ce que vous produisez quelque part, on est dans la production de chaleur, vous ayez un ratio de 3 entre les deux. Voilà. 2,9. Et sauf qu'il y a un seul mode de chauffe qui fait ça, et c'est celui des pompes à chaleur. Donc c'est clairement politique, c'est clairement du lobby qui à un moment donné a orienté le sujet pour dire toutes les aides vont être retirées à tous les autres modes de chauffage. Donc que vous ayez du gaz, du fioul, du radiateur électrique, etc., vous êtes en dehors de ce système de COP de 3. Et donc c'est terminé. Au revoir, et donc vous n'avez pas droit aux aides. Et donc l'idée c'est que tout le monde installe ça. Alors, sur le papier, on se dit c'est très bien, effectivement, on installe un dispositif qui n'est pas juste à consommer de l'énergie, mais qui consomme 1 pour produire 4 d'énergie derrière. Quelque part, la centrale nucléaire a produit 1, et notre dispositif va transformer ce 1 en 4 directement utilisé dans le logement. Donc sur le papier, c'est formidable. Sur le papier. Mais bien sûr, il y a un loup. Donc on va en parler de manière assez détaillée, parce que cette histoire de la pompe à chaleur, il faut vraiment que vous compreniez en fait ce qui se cache derrière, et que vous preniez la décision d'en installer une ou pas de manière éclairée. Spoiler alerte, moi je suis pas un gros fervent de la pompe à chaleur, sous toutes ses formes. Parce que le cas d'usage parfait de laboratoire est quand même assez difficile à retrouver dans la vraie vie. Mais rentrons un petit peu dans le détail. Donc déjà, je vais parler de tous les autres sujets. Donc, alors le fuel, beaucoup de bâtiments anciens, et notamment très gros, sont aujourd'hui chauffés par le fioul. Donc, bon, le fioul, on va quand même considérer que c'est pas une énergie d'avenir tant que ça. D'un point de vue écologique, c'est pas extraordinaire. D'un point de vue stockage, c'est assez simple. Finalement, vous avez un gros réservoir, une espèce de, enfin, c'est comme un sous-marin dans votre cave ou dans votre jardin, qui va être enterré et qui va stocker un liquide qui va être derrière brûlé, ça va produire de la calorie, et donc cette calorie va être transmise à de l'eau, et cette eau va circuler à l'intérieur de votre logement dans des radiateurs, et ces radiateurs vont rayonner cette chaleur à l'intérieur de votre logement. Donc ça, c'est le principe. C'est quasiment le même pour le gaz.
où là, c'est simplement, au lieu d'avoir un liquide, bah, c'est un gaz hein, qui est brûlé. Et donc, la chaleur qui est produite par ça va être transmise à de l'eau qui va derrière circuler dans un réseau de radiateurs qui vont eux-mêmes transmettre par rayonnement en fait, cette chaleur à l'intérieur du logement. Donc c'est ce qui existait depuis très longtemps, hein, ces différents modes de chauffage et qui marchent très bien, on va pas se mentir. Aujourd'hui, si, alors le fioul, on peut considérer que la raison, elle est écologique, sur la volonté gouvernementale de boycotter le fioul. Le gaz, il y a un sujet géopolitique, mais en réalité, il y a des pays en Europe qui ont fait le choix du tout gaz. Et euh, il y a encore une dizaine d'années, en France, vous aviez des aides invraisemblables quand vous changiez votre chaudière gaz. Voilà, quand vous mettiez quelque chose de plus performant, hein, comme on appelle la condensation, etc. Bref, une technologie gaz qui permettait d'avoir du coup un rendement qui était un peu meilleur que la chaudière de base. Donc il faut quand même garder ça à l'esprit, hein. Il y a quelques années, la France subventionnait en masse les chaudières gaz. Là, on est mi-2025. Pour les raisons géopolitiques que vous imaginez bien, on a constaté que le gaz, c'était plus une bonne idée. Et donc, du coup, c'est pas bien. Et donc, on a mis en place dans le DPE et dans toutes les aides et les subventions un dispositif qui éjecte le gaz. Mais pour autant, ça reste un mode de chauffe qui est pertinent dans de très nombreux cas. Et si aujourd'hui vous avez une chaudière gaz, vous passez un DPE et que votre DPE il vous dit changez ça par une pompe à chaleur, posez-vous les vraies questions sur est-ce que c'est vraiment pertinent de le faire. Chaudière fuel, ça se discute. Mais c'est pareil, hein, parce que si vous avez un très très gros bâtiment, alors là je ne m'adresse pas aux personnes qui ont un appartement, mais si par exemple, moi j'en sais rien, hein, si dans le cadre de votre activité professionnelle par exemple, vous travaillez dans un bâtiment qui fait 2000 m² et qu'il est chauffé au fuel aujourd'hui, vous dites pas du jour au lendemain, il faudrait que mon employeur ou que, je ne sais pas si vous avez un rôle technique dans ce bâtiment, disiez il faut absolument remplacer ce fuel par autre chose. Non, c'est peut-être une bonne idée d'avoir du fuel. C'est juste qu'il faut se dire que c'est pas éco-friendly et que aujourd'hui remplacer par du gaz, ce serait potentiellement compliqué pour des raisons géopolitiques, mais qui peuvent changer. Qui peuvent changer parce que votre installation gaz aujourd'hui, on considère que c'est pas bien, mais ça veut pas dire que dans 5 ans, ce sera pas de nouveau revenu en odeur de sainteté, quoi. Donc il faut se méfier hein, quand on est dans quelque chose de très politique. Rester pragmatique. Quel est le bien que je possède? Quelles sont ses caractéristiques? Quelle est la zone dans laquelle je vis et donc mon besoin de chauffe? Quelles sont les conditions climatiques? Quel est l'état du bien? Et en fonction de ça, je fais un choix éclairé. Parce que vous allez aussi avoir un point qui est important, c'est que sur une chaudière au fioul ou une chaudière au gaz, vous avez une température de l'eau qui circule qui peut être relativement élevée. Elle peut être souvent aux alentours de 80 degrés. Ce qui est par exemple particulièrement bien adapté à des radiateurs fonte. Si demain vous enlevez votre chaudière fuel, vous gardez votre système de chauffage, vous faites juste une purge de vos radiateurs, mais parce que vous êtes dans un bâtiment classé avec des radiateurs fonte, par exemple, vous ne pouvez pas les enlever, ou vous n'avez pas intérêt à les enlever parce que les radiateurs fonte, c'est une excellente technologie. Aujourd'hui, on n'en met plus parce que c'est lourd et parce que c'est pas pratique, mais fondamentalement, c'est extrêmement performant avec une très longue inertie. Voilà, ils étaient pas fous quand ils ont inventé ces choses-là et qu'ils les ont mis en place partout. Et ben, si demain vous mettez une pompe à chaleur, juste vous chauffez plus chez vous, hein. Parce que la pompe à chaleur, dans la majorité des cas, elle va tourner aux alentours de 55 degrés. C'est beaucoup plus basse température. Et donc l'eau qui arrive dans les. Enfin, ça va juste pas marcher, quoi. Vos radiateurs fonte, ils vont chauffer que dalle. Et à l'intérieur, vous aurez froid. Et pareil, si vous avez des radiateurs métalliques, ça va pas marcher non plus. Si vous avez des vieux radiateurs à eau, mais avec très peu de zones de transmission d'ailettes, par exemple des choses des années 70, c'est pareil. Votre pompe à chaleur, elle va arriver avec de l'eau déjà 55 degrés en sortie de production. Donc en gros, quand elle arrive, elle est déjà plutôt à 45, parce que vous avez peut-être pas pu calorifuger l'intégralité de votre réseau, donc rajouter de l'isolant autour de vos dispositifs, enfin vos tuyaux, quoi, concrètement. Et du coup, elle va arriver, elle aura déjà perdu 10 degrés, elle arrive à 45 degrés, il y a quelques petites ailettes là dans lesquelles ça circule. Enfin, vous allez vous cailler, quoi, concrètement. Et si en plus l'isolation du logement, elle est pas extrêmement bien faite, du coup, cette température de chauffe très basse, eh ben, elle va entraîner un inconfort considérable. Et vous allez avoir des dalles qui vont être super froides, vous allez avoir des radiateurs qui émanent pas beaucoup de chaud, et vous allez avoir une sensation de froid dans le logement. C'est vraiment dégueulasse. Donc c'est des choses que j'ai pu observer, hein, donc je vous en parle en connaissance de cause. Alors bien sûr, il existe aussi des pompes à chaleur qui sont haute température qui permettent de monter dans des 75-80 degrés. Par contre, celles-là, elles vont demander beaucoup plus d'électricité au point de départ pour atteindre ces températures de chauffe.
Donc, la pompe à chaleur, c'est très bien quand vous avez un logement. Je vais vous dire, le cas idéal de la pompe à chaleur, c'est quand vous avez un logement récent, très bien isolé, donc pas de fuite d'air par les fenêtres, par exemple, donc pas de renouvellement intempestif de l'air intérieur par des problèmes de calfeutrage de fenêtres, et que vous êtes dans des zones où la température est toute l'année comprise entre 7 degrés et 35 degrés, qui sont les températures préconisées par les équipements. Quand vous récupérez des informations sur votre pack, en général, les tests en laboratoire sont faits à 7 degrés, sachez-le. Donc si vous êtes dans une région de montagne ou dans une région du nord de la France ou de l'est de la France, dans lequel, ou des Pyrénées, dans lesquelles, ou du Massif central, enfin bref, des zones où la température est régulièrement en dessous de 7 degrés, sachez que votre performance théorique de votre pompe à chaleur, déjà, ça va pas être la même, hein. Ça ne veut pas dire qu'elle ne sera pas capable de produire la chaleur attendue. Ça veut juste dire qu'elle va consommer plus d'électricité pour arriver à le faire. Donc vous ne serez plus à un COP de 4. Vous allez avoir des éléments qui vont changer énormément. Donc par exemple, si votre pompe à chaleur, elle était donnée au point de départ avec une performance, donc une COP de 4. Donc sachez donc que c'est à 7 degrés. Donc c'est l'idéal, c'est la température idéale. Maintenant, si vous tombez à 0 degré de température extérieure, votre COP, elle est plus que de 3. Parce que vous perdez en fait une baisse de 25% de rendement, parce que la température extérieure, entre 7 degrés et 0, elle a un impact très fort sur la quantité d'électricité qu'il faut pour arriver à chauffer suffisamment d'énergie à 55 degrés, enfin, à peu près 55 degrés, réglage moyen des pompes à chaleur. Et si vous descendez à moins 5, vous perdez 30% de rendement. Et si vous descendez à moins 7, vous n'avez plus qu'une COP de 2,72, alors que vous étiez à 4. Donc vous dites, moi j'achète une COP, je consomme 1, je produis 4. En fait, au moment où il fait moins 5 ou moins 7 degrés, vous produisez, vous, vous consommez 1, vous produisez 2,5, quoi, globalement. Bah, c'est plus pareil. Alors c'est toujours intéressant, on va pas se mentir. Mais par contre, c'est pas magique. Et vous êtes donc en termes d'installation, une pompe à chaleur, donc vous avez 3 types de pompes à chaleur. Vous avez la RR, la RO et la OO. Alors qu'est-ce que c'est que tout ça? La RR, c'est vous avez un dispositif à l'extérieur de votre logement, un bloc à l'extérieur dans lequel il y a une roue qui tourne, etc. Bon bref, il y a un échangeur d'air là-dedans. Je ne vais pas rentrer trop dans les détails techniques, parce que je pense que ce n'est pas le but de cette chaîne-là. Mais donc en gros, vous avez un bloc extérieur qui va capter les calories dans l'air ambiant et qui va les transmettre à l'intérieur, donc dans une RR, en les soufflant à l'intérieur de la pièce. Donc ça, c'est ce que vous avez typiquement dans les hôtels maintenant. Et donc, vous avez un système de soufflage avec plus ou moins des ailettes là, qui vont vous permettre de orienter. Bon, il y a des gens qui aiment, il y a des gens qui n'aiment pas. Moi, je fais partie de la team de gens qui n'aiment pas parce que... pourquoi j'aime pas ça? Parce que bah déjà, vous avez un souffle d'air sur vous en permanence. Donc moi, j'aime pas ça. Ensuite, ça fait quand même du bruit. Alors, certaines ne font pas tant de bruit que ça, mais il y a quand même un certain bruit. Et surtout, bah, dès que vous la coupez, bah, il fait froid, quoi. Parce qu'en fait, comme vous chauffez que l'air et vous chauffez pas vraiment les murs et tout ça, et vous n'êtes pas sur une température folle, et en plus c'est brassé, donc c'est assez difficile de maintenir la température. Si vous avez fait l'expérience, si vous n'en avez pas chez vous, mais que vous avez fait l'expérience en chambre d'hôtel, vous le voyez. C'est-à-dire le truc, il va s'allumer et s'éteindre tout le temps. Tout le temps, tout le temps. Et donc vous l'entendez, ça s'allume, ça bouge, ça s'éteint, ça bouge, il suffit que ça grince en plus. Bon, ça, c'est un appareil, il faut peut-être le changer, mais voilà. Donc ça, c'est la technique RR. On prend les calories de l'extérieur et on les souffle à l'intérieur. Ensuite, il y a la catégorie de pack RO. Et donc là, en fait, on va prendre les calories d'extérieur, mais au lieu de les souffler à l'intérieur, on va chauffer de l'eau qui va circuler dans des radiateurs. C'est ce que j'expliquais un peu avant. Donc c'est un peu le même principe donc, que le fuel et le gaz. La différence étant que, bon, il vous faut donc un circuit de radiateur, hein, donc avec tous les tuyaux qui vont bien. Je vous conseille vivement de les isoler très fortement partout dans le circuit, y compris dans les dalles qui sont traversées, donc les sols, quoi. Parce que sinon vous allez perdre beaucoup de chaleur, parce que comme vous partez déjà avec une chaleur pas très élevée, voilà. Parce que quand vous partez avec une chaleur à 80 ou 85 degrés, comme sur une chaudière fuel ou une chaudière gaz, parfois, hein, ça dépend comment on les règle, évidemment. Bon, bah du coup, même si vous perdez 10-15 degrés en route, c'est pas très grave, quoi. Par contre, si vous partez à 55, ça commence à devenir... C'est plus très chaud, quoi. Et donc, du coup, vous avez plus ces sensations de chaud. Donc voilà, donc RO, c'est on chauffe avec le bloc extérieur, enfin, on fait un transfert thermique avec le dispositif extérieur, et on vient chauffer de l'eau qui va circuler dans des radiateurs. Et après, il y a un troisième type qui est la OO. Et la OO, alors elle n'est pas installable partout, mais elle, en fait, c'est une pompe à géothermie. Ça veut dire que vous allez avoir
2 tuyaux qui vont descendre dans le sol de votre logement, hein. Donc, bon là, c'est réservé évidemment pour des immeubles ou pour des maisons, hein, pas un appartement. Et donc, il y a 2 puits qui vont être forés et qui vont aller chercher en gros soit la nappe phréatique, ce qui est l'idéal, quand elle est pas très loin, soit, simplement une température du sol parce que, en fait, on va avoir des températures qui vont être très stables pendant toute l'année, entre 10 et 14 degrés. Et quelque part, on va faire circuler de l'eau, voilà. Donc en fait, on va prendre de l'eau, on va la préchauffer quelque part. Par exemple, quand elle arrive très, très froide, on va la faire passer dans ce dispositif-là, donc c'est le système de boucle. Et donc ça va permettre, là, d'avoir quelque chose qui est un petit peu plus intéressant parce que non dépendant du climat, puisqu'on aura toujours la même température dans le sol. C'est comme quand vous visitez une grotte, hein, ou une mine, il fait toujours la même température en fait au cœur de la Terre. Bah, là c'est pareil. Ou la nappe phréatique, donc c'est de l'eau souterraine, elle est toujours à la même température. Un modulo, vraiment un demi-degré, quoi. Et donc ce qui est intéressant, c'est que là, vous n'avez pas le problème de oui, mais il fait -10 dehors. Parce que de toute façon, votre température est toujours la même. Et vous n'avez pas non plus, il fait 40 dehors. Et je cherche à climatiser, c'est compliqué. Et ce système est intéressant et donc il va chauffer là aussi, donc il va utiliser l'eau ou la température de la Terre pour chauffer de l'eau qui elle-même va circuler dans des radiateurs, voilà. Donc c'est d'ailleurs le dispositif qui est le plus efficace. Donc en termes de COP, si on les classe plus ou moins, celle qui fait, RR, la COP va être en général entre 4 et 5. Donc selon le climat, la température et un peu l'âge du capitaine, quoi, en tout cas en termes de production affichée dans les docks constructeurs. Sur de la géothermie, on va pouvoir monter entre 5 et 6. Donc le coefficient entre l'énergie consommée par une PAC OO et l'énergie utilisable derrière est plus intéressant. Et c'est vrai que quand on regarde sur le papier, c'est quand même quelque chose de pas mal. Par contre, il y a un point qui est à savoir, c'est que ces PAC OO, elles vont se mettre en marche de manière régulière et vont faire des pics de consommation. Donc, si vous avez, par exemple, de la production d'énergie photovoltaïque ou ce genre de choses-là, bah, vous n'arriverez pas à lisser parce que vous allez vous taper. Et une PAC OO, ça peut prendre 8 kilos d'un coup, hein. Donc, en fait, vous allez avoir que des pics de conso. Donc, c'est assez difficile, en fait, de lisser ça. Alors que d'autres qui font des consommations plus stables, comme une chaudière fuel ou chaudière gaz, bah, quelque part, c'est plus facile, quoi. En termes d'énergie, alors, d'énergie consommée, même si c'est pas du tout la même énergie, mais je pense que vous aurez compris le principe. Donc, j'imagine qu'à ce stade, j'ai pas mal démystifié le sujet de la pompe à chaleur. Donc quand on vous dit systématiquement dans le DPE, il faut installer une pompe à chaleur, sachez que c'est simplement parce que quelqu'un a décrété qu'il fallait mettre en avant les installations qui ont donc ce coefficient de conversion, ce COP de au moins 3, et que le seul équipement qui fait ça, c'est la pompe à chaleur sous ses différentes technologies RR, RO, OO. Donc plus ou moins de performance. Sauf que derrière, bah, vous allez avoir toute une installation à faire. C'est coûteux, hein, une pompe à chaleur. Alors après, c'est pareil. Là, c'est un peu le Far West, hein, sur le monde des pompes à chaleur. Donc vous allez avoir des différences de prix très importantes d'un installateur à l'autre pour le même équipement, hein. Faites plusieurs devis. Parce que vous pouvez varier du simple au double très facilement, hein. Il y a beaucoup d'arnaques dans le monde des pompes à chaleur. Il y en a beaucoup qui sont très mal installées et donc qui ne sont pas performantes. Et il y en a beaucoup qui vous font miroiter les aides publiques. Et donc, du coup, en gros, bah, en fait, les aides publiques, c'est pas pour vous, hein. Ils se disent, bah, moi, l'installation, elle est censée coûter 12 000. Ils sont capables d'avoir 7 000 euros d'aide publique. Donc, du coup, je vends 19 000. Mais en fait, en vrai, il faudrait que vous achetiez 12 et que vous récupériez vos 7 000 après, quoi. Mais c'est pas souvent comme ça que ça se passe, quoi. Je vous conseille d'être vigilant. Après, il y a un autre point aussi, c'est que c'est du matériel qui vieillit plus vite que une chaudière gaz ou une chaudière fuel. Chaudière gaz, une petite chaudière gaz d'appartement, vous la tenez tranquillement 15 ans et vous arrivez à la tirer jusqu'à 25 ans. Chaudière fuel, vous êtes plutôt entre 20 et 40 ans d'utilisation. Une pompe à chaleur, aujourd'hui, on n'a pas encore énormément de recul, hein. Mais ce que je peux vous dire, c'est que le bloc extérieur, celui-là, il vieillit très très vite. Et si vous avez le bonheur d'habiter au bord de la mer, ça va être 10 fois pire. Parce que vous allez avoir le sel de la mer ou de l'océan qui est ambiant, hein, chez vous. Enfin, je pense que c'est un sujet que vous connaissez, ça doit attaquer aussi les fenêtres, ça doit attaquer plein de choses. Bah, ça va attaquer votre bloc extérieur et globalement, vous pouvez considérer que sur une pompe à chaleur, le bloc extérieur en zone exposée au sel marin, en gros, il a une durée de vie de 7-8 ans. Et après, il est mort, il faut le changer. C'est pas la partie la plus chère de la pompe à chaleur, mais il faut le savoir. Donc en termes d'entretien, c'est pas neutre. Voilà. Et c'est une installation qui est quand même aussi relativement donc très onéreuse, hein, c'est la plus onéreuse des trois, hein, ça c'est sûr, avec le gaz et le fioul.
En tout cas aujourd'hui, avec le fait que tout le monde s'empare du sujet pour se gaver. Et en plus, derrière, ça prend beaucoup de volume aussi, mine de rien. Alors, bien sûr, le fuel prend du volume, pareil, parce qu'il va falloir avoir ce réservoir. Euh, Petit aparté sur le fuel, souvent on se dit oui, mais moi, j'ai pas tellement envie de sortir du fuel pour aller vers un autre mode de chaleur, parce que c'est compliqué, puis j'ai la citerne, je sais pas quoi en faire. Alors, la citerne, donc il y a deux types de citernes. Il y a celles qui sont enterrées et celles qui sont aériennes, souvent dans la cave, posées sur des espèces de pilotis, quoi. Sachez que c'est très facile à faire retirer. Euh, Chaudière fuel. Ça fait peur parce qu'on se dit c'est rempli de liquide un peu dégueulasse et que le fond, en général, tout le fond, ça a sédimenté. En général, au fond des cuves, c'est vraiment dégueulasse, quoi. C'est rempli de restes, c'est de la pâte, quoi. C'est de la pâte de fuel, quoi. Et donc, moi, j'ai pas envie de me traiter ça. Mais il y a des sociétés qui sont spécialisées là-dedans pour. Alors, bien sûr, ça va dépendre de l'accessibilité de la cuve et de la taille de la cuve et de la quantité de fuel qui est encore à l'intérieur. Mais moi, ce que j'ai observé, c'est que pour une cuve de 5000 litres, avec un peu de fuel dedans, mais pas trop, ça va vous coûter à peu près 800 € là, mi-2025, pour complètement l'évacuer. Et ça prend une demi-journée, hein. Donc eux, ils viennent, ils sont super à l'aise. D'abord, ils vont pomper tout ce qu'ils peuvent. Ensuite, ils vont aspirer ce qu'il y a au fond. Ensuite, ils vont dégazer. Ensuite, ils vont rincer. Et après, ils vont découper cette cuve en tout petits bouts. C'est rigolo parce que à la fin, donc au début, c'est un espèce de gros sous-marin, et à la fin, ça ressemble au sous-marin du professeur Tournesol dans Tintin. Je ne sais pas si vous avez lu les Trésors de Rackham le Rouge, bah c'est pareil. C'est-à-dire qu'en fait, c'est des bouts de tôle un peu arrondis comme ça tient, ça prend un volume de rien du tout sur une remorque, c'est assez impressionnant, alors qu'au point de départ, c'était un dispositif extrêmement gros. Et donc, ça tient en une demi-journée. Maintenant, s'il y avait beaucoup de fuel dedans, ça va vous coûter un petit peu plus cher, parce qu'ils vont devoir récupérer le fuel, ils vont devoir le filtrer, ils vont devoir le traiter. Bon, après, enfin, si ça vous arrive, ce que je vous conseille, c'est de mettre une annonce sur le Bon Coin. Et vous allez toujours trouver un agriculteur dans les environs qui va être content de venir vous racheter ce fuel pour pas grand-chose. Lui, il a tout ce qu'il faut, il a les citernes, il a la pompe, il va vous racheter ça pour moitié prix, et tout le monde sera content. Voilà. Et ce sera vidé en quelques heures et vous n'aurez pas besoin de payer pour ça. Bien au contraire, lui va vous payer pour le vider. Voilà, petite astuce au passage du mec qui a enlevé déjà beaucoup de citernes. Et si elle est enterrée, par contre, souvent là, ils vont pas la sortir. C'est un peu compliqué. Donc ils vont, pareil, ils vont la vider, ils vont la dégazer, ils vont la rincer. Et après, ils vont mettre des produits stabilisants, ils vont la remplir de sable aussi. Et puis ils vont l'inactiver, ils vont fermer. Et puis voilà, elle est là, mais voilà, elle est pleine de sable. Donc en fait, il se passe plus rien, elle a été vidée. C'est pas un risque pour l'environnement, même si elle devait se dégrader et si l'enveloppe devait devenir poreuse ou non étanche. En fait, il n'y a que du sable à l'intérieur, donc c'est plus un problème pour l'environnement. Donc sachez-le, hein, donc voilà. Donc entre entre la plus facile et la plus compliquée, ça va varier entre 600 et 1200 €. Mais le prix moyen, c'est 800 balles à peu près pour complètement faire enlever le culte. Donc faites-le parce que en vrai, c'est pareil si vous revendez un bien. Voilà. C'est bien que dans le DPE, il n'y ait pas marqué chauffage fuel. Ça, c'est quand même plutôt pas mal. Et c'est bien qu'il n'y ait pas une cuve de fuel quand vos acheteurs y débarquent, hein, parce que ça fait peur à tout le monde, encore une fois. Ensuite, donc il y a un mode de chauffe dont on n'a pas parlé, c'est les radiateurs électriques. Et on peut se dire, bah, radiateur électrique, c'est bien parce qu'on dit qu'en France, on a des centrales nucléaires et qu'on a plein d'énergie électrique et que c'est formidable. Et que même des fois, on a de la surproduction. En fait, ce qui se passe, c'est que dans le DPE, à un moment donné, je pense que là aussi, il y a dû y avoir un lobby qui est intervenu. euh, on a considéré que entre l'énergie produite à la centrale nucléaire et l'énergie qui arrive chez vous et qui est vraiment consommée pour chauffer, il y a beaucoup de déperditions au niveau des lignes à haute tension qui emmènent l'énergie. Alors c'est vrai, c'est factuellement et techniquement vrai. Par contre, derrière, la question c'est comment est-ce qu'on arrive à quantifier ça? Et c'est extrêmement difficile. Donc, je ne sais pas comment ça a été fait, ça ressemble un peu au doigt mouillé quand même, il y a l'aspect politique, mais toujours est-il qu'à un moment donné, ils ont décrété que entre la centrale et chez vous, ils allaient appliquer un malus de 2,5 en termes de coefficient. C'est-à-dire qu'ils vont considérer que si vous consommez 100 kW chez vous, ça veut dire qu'il a fallu produire 250 en centrale. Ce chiffre est déjà descendu à 2,3 il y a un an et demi à peu près. A priori, au 1er janvier 2026, il va descendre à 1,9. Pour une question d'harmonisation européenne. Et j'ai cru comprendre que l'objectif, c'était de descendre vers la parité, vers le 1, quoi, de plus appliquer ce coefficient, ou en tout cas de descendre vers 1,3 dans un prochain temps, vers 2030. Voilà, en tout cas, c'est la roadmap.
c'est de la politique, donc ça peut changer 1000 fois, mais ça illustre bien un point, ça veut dire qu'il y a plein de logements qui sont classés F aujourd'hui, parce qu'ils sont chauffés à l'électrique. S'ils étaient chauffés au gaz, en fait, ils seraient B ou C. Parce que, comme c'est chauffage, donc on va prendre la puissance consommée, l'énergie nécessaire pour chauffer ce logement par rapport à toutes ces caractéristiques, et on va appliquer un coefficient de 2,3, donc multiplicateur de 2,3. Alors que le gaz, lui, il a un coefficient de rien, c'est 1, comme le fioul, comme les... Voilà. Donc c'est un peu ridicule, hein. Donc on est vraiment sur un sujet politique, donc là ça va dans le bon sens. C'est aussi une manière pour l'État, j'imagine, de récupérer plein de logements qui étaient F et G, qui vont sortir de ces classes-là, qui vont passer eux, instantanément en fait, juste en passant le coef de 2,3 à 1,9. Moi j'en ai qui sont concernés par ça. Et mes logements électriques, si maintenant ils enlevaient ce malus-là, ils seraient tous B, sauf un qui serait C. Et aujourd'hui, ils sont entre C, D, E, F, en fonction des choses. Mais effectivement, en fonction notamment de la hauteur sous plafond, du volume et tout ça, l'impact du coefficient peut être plus ou moins fort. Il faut se méfier de ces choses-là. Et donc aujourd'hui, installer des radiateurs électriques, c'est probablement la meilleure chose à faire quand vous faites de la rénovation, dans bon nombre de cas. Parce que ça vous évite de mettre en place tout un dispositif de radiateur fixe, tous les systèmes de canalisation, le mode de production de chaleur. Il faut gérer les fuites, il faut etc. Alors que vous achetez un radiateur, vous le payez, un bon radiateur, ça coûte 400 €, et vous le posez, puis une prise électrique, et c'est terminé, quoi. Et ça marche très bien, et si vous en prenez un à inertie fluide, par exemple, vous avez une sensation de chaleur, quand il se coupe, en fait, il rayonne encore pendant très longtemps. Vous avez toutes sortes de technologies qui existent. Il faut pas acheter le premier prix parce que ceux-là, ils sont un peu on-off, c'est-à-dire que dès qu'ils s'arrêtent, en fait, il se passe plus rien. Par exemple, il y en a certains avec une surface qui fonctionne à l'inertie sèche avec de la fonte, mais en fait, le bout de fonte, il est tout petit à l'intérieur, donc en fait, ça marche pas, quoi, hein. C'est de la flûte marketing. Moi, je mets de l'inertie fluide. Voilà. Un matériel français qui marche très bien. Et en fait, c'est un mode de chauffe qui est quand même intéressant. Et quand on sait que la pente politique aujourd'hui est de réduire cette histoire de malus, souvent c'est beaucoup moins onéreux que de faire toute une installation, quoi. Donc là, c'est pour ça, si vous êtes, encore une fois, dans un objectif locatif ou de revente, ou dans un objectif de résidence principale, vous n'aurez pas les mêmes équations. Vous n'aurez pas les mêmes envies de chauffage. Peut-être dans une résidence principale dans laquelle vous projetez pour 20 ans, ça vaut peut-être le coup de faire une pompe à chaleur si l'intégralité du logement est isolée. Parce que si c'est une passoire thermique par ailleurs, vous aurez juste froid en fait chez vous. Et vous aurez dépensé une somme relativement considérable. Donc là, dans ces cas-là, il vaut mieux à la limite mettre des radiateurs électriques. Voilà. Donc chaque cas est particulier, hein, c'est ça qu'il faut voir. Par contre, la préconisation des PE, c'est toujours la même. Je vous expliquais par rapport à la COP 3 pour avoir les aides, etc. Bon, bref, c'est du lobby, quoi. Donc je pense qu'on a pas mal fait le tour sur le chauffage. Il faut être vigilant là-dessus, il faut être cohérent. Et si aujourd'hui vous avez une installation qui fonctionne, il ne faut pas forcément la changer juste pour le DPE. Ce qui est sûr, c'est que passer en pompe à chaleur, ça peut vous faire gagner 2 à 3 lettres. Ça, c'est sûr. Parce qu'aujourd'hui, c'est hyper mis en avant. Mais on n'est pas à l'abri d'un revirement politique à un moment donné. Au même titre qu'aujourd'hui, le malus du radiateur électrique se réduit, on peut très bien se retrouver demain à considérer que ah oui, mais pourquoi le radiateur électrique il a un malus alors que la pompe à chaleur elle n'a pas de malus? Puisque au point de départ, tous les deux exploitent de l'énergie nucléaire qui a été perdue en route. Vous voyez un peu le truc là? On est dans une incohérence en fait. C'est-à-dire que normalement, la pompe à chaleur, ok, elle a un COP de 4 théorique, voire 5. Mais concrètement, elle devrait aussi avoir le malus de 2,3 actuel ou 1,9 bientôt. Parce qu'elle utilise la même énergie au point de départ. Vous voyez? Donc en fait, il y a des traitements séparés. Et ça veut dire aussi qu'aujourd'hui, vous gagnez 2-3 lettres. Mais est-ce que ce sera encore le cas dans 2 ans? Et comme là, on est sur des installations lourdes, chères, parce qu'une grosse installation complète de pompe à chaleur, en général, on va vous mettre un chauffe-eau thermodynamique avec, etc. Si vous êtes sur une OO, vous êtes vite à 20 000 €. Investir 20 000 € en se disant je vais gagner 3 lettres et que potentiellement ce sera plus autant avantagé le jour où vous revendez, c'est un calcul à faire. Voilà, c'est un calcul à faire. Ça ne veut pas dire que la pompe à chaleur c'est pas une bonne solution, mais ça veut juste dire que c'est pas une solution miracle et qu'il faut l'adapter à la réalité de votre logement, sa réalité constructive et sa réalité géographique aussi.
et que quand même, dans bon nombre de cas, garder le mode de chauffe qui était déjà là initialement, c'est pas forcément une si mauvaise idée. Et si vous êtes en appartement, de mettre du radiateur électrique, c'est souvent la chose la plus simple dedans. Et un autre point, aujourd'hui, tout ce qui va être l'insert à bois, toutes ces choses-là sont très mal considérées dans les DPE. Donc si vous avez un chauffage d'appoint, en fait, ce qui va se passer, c'est que le DPE va... Si vous avez plusieurs modes de chauffe, j'avais un exemple. Une maison dans laquelle il y avait... Alors, c'est un peu n'importe quoi. Il y avait, d'une manière générale, il y avait un chauffage électrique par radiateur. Mais cette personne était branchée à un système qui s'appelle le JP, qui permet d'avoir des fluctuations de prix très importantes. Un abonnement électricité pas trop cher, une consommation pas trop chère, mais une fluctuation, il y a des pics au moment où il y a une grosse demande, il paye super cher. Et donc, en fait, il a mis en place un deuxième système avec du fuel. Donc, en gros, quand c'était hors JP, c'était électrique. Quand c'était les 21 jours ou 22 jours, je ne sais plus, de JP par an, c'était fuel. Et il y avait aussi quand même, parce que sinon c'est pas drôle, il y avait quand même aussi une cheminée, un insert bois, etc. Et du coup, le diagnostiqueur, dans ces cas-là, qu'est-ce qu'il fait? Il est obligé de prendre en compte tous les modes de chauffe et il va appliquer des ratios. Donc il va vous demander quand est-ce que vous utilisez quel mode de chauffe. Et donc là, dans cet exemple-là, globalement, il a considéré qu'il y avait 70% d'électrique, 10% de fuel et 10% de combustible bois. Et donc, il a fait son calcul énergétique en fonction de ça, quoi. Et du coup, on a empilé le malus du radiateur électrique, la mauvaise appréciation du fuel, pour pas la consommation énergétique, mais les émissions de gaz à effet de serre. Donc, en fait, à la fin, en vrai, on empile les inconvénients. Donc, il faut bien réfléchir à ça, d'avoir plusieurs modes de chauffage, c'est pas toujours extraordinaire. Et il y a un point aujourd'hui, la biomasse est relativement bien prise en compte aussi dans les DPE. Par contre, des chaudières biomasse, il y en a encore assez peu. Et il faut avoir de la zone, hein, enfin du volume pour stocker ça dans sa cave et autres. Alors après, il y a le système de pellet. Voilà. Aujourd'hui, c'est pas encore extraordinairement bien fait, mais dans les zones j'évoquais les zones de montagne, etc., dans lesquelles la pompe à chaleur aura un impact qui n'est pas forcément aussi bon qu'on pourrait s'y attendre. Ce genre de chauffage biomasse est peut-être beaucoup plus intéressant. Et là, c'est pareil, hein, il suffit de repenser à ce que nos anciens faisaient, ils n'étaient pas fous, hein. Eux, ce qui les intéressait, c'était le confort intérieur. C'était pas les merdouilles politiques, ni les lobbies. Et bah voilà, souvent on retrouvait dans ces zones-là soit effectivement du fuel bien mouse pour chauffer ces biens-là, soit c'était tout simplement chauffé avec de la biomasse, donc de la bûche ou de la bûchette ou aujourd'hui du granule, enfin ou du déchet de bois, enfin toutes ces choses-là. Euh, voilà. Donc euh, d'autant plus sur l'histoire de la biomasse, aujourd'hui on est dans une logique où le DPE le met en avant parce que ça a du sens, parce que c'est récupérer un déchet naturel. Sauf que certains disent que oui, mais du coup, c'est du déchet de bois qui a capté du CO2 et en le brûlant, on libère le CO2. Donc, quelque part, c'est pas bien pour la planète. Et donc, on n'est pas à l'abri que demain, il y ait quelqu'un, un lobby qui soit suffisamment fort pour faire changer les réglementations et considérer que tout ce qui est biomasse, finalement, c'est pas une bonne idée. Et puis, on nous applique un malus à la con dessus. Enfin, honnêtement, c'est un peu toujours comme ça. Donc, il faut un peu naviguer à vue, il faut être un peu intelligent. Pour le chauffage, ne faites pas de dépenses inconsidérées. Voilà. Soyez pragmatique par rapport aux vendeurs. Et chaque cas est particulier. Il y a des cas où il faut mettre du gaz, il y a des cas où le fuel c'est finalement pas si mal, il y a des cas où la biomasse est incroyablement pertinent, il y a des cas où la pompe à chaleur marche très bien, mais il n'y a pas de vérité unique. Et le problème du DPE, c'est qu'il vous incite à penser qu'il y a une vérité unique. Donc là, par toutes ces explications, je cherche aussi à vous donner, donc, et puis des cas d'exemples réels que j'ai vus, restez vigilant avec ça. Moi, ce que je fais concrètement, c'est que généralement, je laisse le mode de chauffage en place, sauf si vraiment il est extrêmement vétuste et qu'il va tomber en rade dans 2 ans. Et quand c'est le cas, j'ai tendance à remplacer par du radiateur électrique à inertie fluide parce que finalement c'est plus simple à gérer, et puis parce que le jour où ça tombe en panne, on prend le radiateur, on l'enlève, on en remet un autre et terminé, quoi. Et l'opération, elle dure une demi-heure. Et la personne qui habite dans le logement, il ne va pas se retrouver à se cailler pendant 3 mois le temps que le réparateur il ait le temps de venir. Il n'y a pas d'entretien. C'est quand même assez facile. On est quand même dans un pays où il y a une production énergétique qui est quand même extrêmement forte d'un point de vue électricité. Alors pareil, il y a eu toutes sortes de choses qui font qu'aujourd'hui elle est chère. Mais sur un trait de plume, elle pourrait aussi être 3 fois moins chère.
Donc, autant se préparer à ça et se dire, bah, si un jour ça devait arriver, bah, moi, du coup, je serais très content. Et si on reste dans la logique de confort, tous ces modes de chauffage ont des avantages. Voilà. Et moi, j'ai tendance à rester toujours dans la logique de confort de la personne qui va habiter dedans, avant de me dire, je vais faire plaisir au DPE. Et c'est pour ça que je fais plutôt d'autres choses sur le DPE que de changer de mode de chauffage.